À Lyon, une ville dont les rues pavées résonnent chaque jour du bruit pressé de la vie, Julien Morel s'efforce de garder un cap malgré les vents contraires. Infirmier de 34 ans à l'hôpital Édouard Herriot, il mène une existence rythmée par les horaires de garde, les soins aux patients et surtout l'éducation de sa fille Lina, âgée de 7 ans. Depuis que la mère de l'enfant est partie, sans laisser d'explication, Julien élève seul sa petite, avec un mélange de tendresse épuisée et de détermination farouche. Il n'a jamais compris pourquoi elle les avait quittés. Il n'a pas cherché à la faire revenir non plus. Elle avait choisi de partir, alors il avait choisi de rester. Leur appartement dans le quartier de la Guillotière est modeste. 2 pièces, un balcon étroit, qui donne sur une cour silencieuse, et des meubles choisis plus pour leur utilité que pour leur esthétique. Mais Julien s'y sent bien. C'est un lieu sûr, un refuge. Là, il prépare les tartines de Lina le matin, l'aide à faire ses devoirs le soir, et l'aborde en lui racontant toujours la même histoire inventée, celle d'une princesse sans couronne qui décide de sauver le monde à coups de crayons de couleur. C'est leur rituel. Et même si certains jours semblent trop longs, ou certaines nuits trop courtes, Julien tient bon. Il a promis à Lina qu'elle n'aurait jamais à se sentir abandonnée. Ce soir-là, l'air est glacial. Le ciel d'un gris lourd menace de neige sans jamais tenir parole. Il est près de 22 heures lorsque Julien quitte l'hôpital, la fatigue pesant sur ses épaules comme un manteau mouillé. Son service a été éreintant. Une admission difficile en traumatologie, un décès en gériatrie et une collègue effondrée à consoler. Il pense à Lina, qui dort sûrement déjà, gardée pour la nuit par Madame Béraud, leur voisine du 3e étage. Pour gagner quelques minutes sur le chemin du retour, Julien décide de couper par le pont Wilson. Il connaît cette passerelle par cœur, les pavés irréguliers, les lampadaires alignés comme des soldats, et cette vue impressionnante sur le Rhône qui scintille sous les reflets des voitures. Il presse le pas, main dans les poches, le col du manteau relevé jusqu'au menton. Mais ce soir, quelque chose détonne dans ce paysage familier. Au loin, une silhouette se détache du parapet, immobile, trop immobile. Julien ralentit. Ce n'est pas courant de croiser quelqu'un à cet endroit à cette heure. Il plisse les yeux. La personne semble jeune, fine, presque fragile dans la lumière diffuse. Elle se tient debout, dos à la chaussée, les mains crispées sur la rambarde, le regard plongé dans le vide noir du fleuve. Il s'arrête net. Son cœur bat plus vite. Il connaît ce genre de scène. Il a vu les dégâts, les regrets. Il a vu les « si j'avais su ». Sans réfléchir, il s'avance lentement, prudemment, comme s'il approchait une biche effrayée. Il s'éclaircit doucement la voix et dit, d'un ton calme, « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » La jeune femme ne réagit pas tout de suite. Ses cheveux longs, balayés par le vent, cachent partiellement son visage. Mais Julien devine ses larmes. Il reste à distance, n'ose pas poser la main sur elle. Un geste brusque pourrait tout faire basculer. « Je ne sais pas ce que vous traversez, reprend-il doucement, mais ce n'est pas ici que ça doit se finir. » Elle respire difficilement. Elle vacille, mais elle ne saute pas. Alors il continue à parler, de tout et de rien, du froid, de Lina, de la soupe chaude qui l'attend chez lui. Il essaie de bâtir un pont, mot après mot, entre elle et la rive de la vie. Les minutes passent, longues et tendues. Puis enfin, elle recule. Un pas, puis un autre. Elle ne dit rien, ne regarde même pas Julien. Elle baisse les yeux, secoue la tête, puis tourne les talons et s'éloigne en courant. Il reste là, figé, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Il ne connaît pas son nom. Il ne saura jamais ce qui l'avait conduite là. Mais il sent, confusément, qu'il vient d'être témoin d'un moment suspendu, d'un embranchement invisible dans la ligne droite de sa routine. Il ne le sait pas encore, mais ce geste d'humanité spontanée va le propulser dans un monde où les apparences cachent des abîmes, où les richesses dissimulent les secrets les plus sombres. En regagnant son immeuble, Julien jette un dernier regard vers le fleuve. Il y a là quelque chose d'inquiétant dans le silence retrouvé, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Et pourtant, ce soir-là, il dort paisiblement, convaincu d'avoir juste fait ce qu'il fallait. Rien de plus. La journée suivante s'étira avec une lenteur douloureuse. Julien, de retour à l'hôpital dès les premières heures du matin, ne parvint pas à se concentrer pleinement sur ses tâches. Chaque fois qu'il croisait un regard perdu ou qu'il entendait un soupir trop long, une image s'imposait à lui, celle de la jeune femme debout au bord du pont, le visage trempé de larmes
et le silence plus lourd que tous les mots qu'il aurait voulu entendre. Il ignorait son nom, son histoire, ce qui l'avait poussé à cette extrémité. Et pourtant, il ne pouvait détacher son esprit d'elle. Quelque chose, dans ses yeux, dans sa posture résignée, lui avait parlé. Une détresse brute, sans phare, qui résonnait avec quelque chose de profond en lui, peut-être un écho de ses propres solitudes. Il ne dit rien à personne, ni à ses collègues, ni à Madame Béraud, ni même à Lina. Il se contenta de reprendre le cours de sa vie, comme si cette nuit glaciale n'avait été qu'un rêve étrange. Pourtant, il ne pouvait ignorer ce qu'il avait ressenti au moment précis où la jeune femme avait reculé. Il avait agi instinctivement, sans héroïsme, seulement avec une peur viscérale que quelque chose d'irréversible se produise. Il n'attendait ni reconnaissance, ni remerciement. Il espérait seulement qu'elle avait trouvé, quelque part, une raison de continuer. Le lendemain soir, après avoir terminé son service, Julien prit volontairement le même chemin. Il traversa à nouveau le pont Wilson, comme on retourne sur les lieux d'un rêve éveillé. Il n'y avait personne, seulement le murmure du vent sur les eaux noires du Rhône et le halo jaune des lampadaires. Il resta là un moment, main dans les poches, observant le courant froid du fleuve. Puis il reprit sa route vers la maison, la tête pleine de questions qu'il n'aurait jamais l'occasion de poser. Mais le destin, souvent plus déterminé que les intentions humaines, lui réservait une réponse plus rapide qu'il ne l'aurait cru. Le surlendemain, alors qu'il sortait de la salle de soins avec un plateau couvert de matériel stérilisé, il vit une silhouette stationnée près de l'entrée principale de l'hôpital. Elle se tenait droite, dans un manteau gris perle, les cheveux attachés en une queue de cheval basse. À mesure qu'il s'approchait, il reconnut immédiatement les traits fins, la peau pâle, le regard inquiet. C'était elle, la jeune femme du pont. Julien ralentit. Elle aussi l'avait vue. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle détourne les yeux. Elle semblait hésiter, comme si elle-même ne savait pas ce qu'elle faisait là. Julien prit l'initiative. « Vous allez bien ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête. Il attendit qu'elle dise quelque chose, qu'elle donne une explication, qu'elle libère cette tension qui vibrait dans l'air. Mais elle resta muette. Après quelques secondes d'un silence pesant, elle souffla « Merci » pour l'autre soir. Julien ne répondit pas immédiatement. Ce merci ne lui appartenait pas. Il n'avait pas fait grand-chose, si ce n'est être là, au bon moment, avec quelques mots maladroits. Il allait lui dire que ce n'était rien, qu'il avait seulement agi comme n'importe qui l'aurait fait. Mais elle ajouta « Je ne sais pas pourquoi j'ai changé d'avis, mais je crois que votre voix m'a retenu. » C'était la première fois qu'il entendait sa voix aussi posément. Elle parlait doucement, avec une retenue presque douloureuse, comme si chaque mot lui coûtait. Julien ressentit une étrange impulsion de lui demander son nom, mais elle n'en laissa pas l'occasion. Elle fit un pas en arrière, regarda autour d'elle, nerveuse, puis dit « Je devais juste vous dire ça, merci, et au revoir ». Elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas rapide, presque fuyant, sans se retourner. Julien resta figé. Il ne la suivit pas. Il ne savait pas s'il le devait. Il la regarda disparaître dans la foule qui allait et venait autour de l'hôpital, avalée par l'anonymat d'un monde indifférent. Elle n'avait pas dit son nom. Elle n'avait pas expliqué sa venue. Mais dans ses yeux, il avait entrevu une forme de décision, comme si, cette fois, elle avait un but, une direction. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Julien ne savait pas exactement quoi, mais une inquiétude sourde se logea dans un coin de son esprit. Ce n'était pas une simple visite de gratitude. C'était un adieu dissimulé, une clôture déguisée. Il avait vu trop de regards comme celui-là dans les couloirs de l'hôpital, des regards de personnes qui avaient pris une décision, qui avaient fait la paix avec quelque chose d'inavouable. Il essaya de chasser cette pensée. Peut-être se faisait-il des idées. Peut-être qu'elle allait mieux. Peut-être que cette visite était un simple besoin de clore un chapitre. Mais une part de lui refusait d'y croire. Cette nuit-là, il eut du mal à dormir. Il se leva plusieurs fois pour vérifier que Lina dormait bien, puis s'adossa à la fenêtre, observant les lumières lointaines de la ville. Il pensait à elle, à cette inconnue qui n'en était déjà plus une. Elle était entrée dans son existence comme un courant froid, inattendu, et laissait derrière elle une traînée d'inquiétude. Il ne connaissait ni son prénom, ni son histoire, mais il savait une chose, ce n'était pas la fin. Quelque chose lui disait qu'ils n'en avaient pas fini l'un avec l'autre. Et au fond, une partie de lui n'était pas certaine de vouloir tourner la page. Julien Morel entrait ce matin à l'hôpital d'un pas mesuré, mais alerté.
Depuis sa rencontre avec la jeune femme au bord du pont, son esprit refusait de se poser. Il avait tenté de réagir comme un professionnel, filtrer ses émotions, se concentrer sur les soins, continuer sa routine habituelle. Pourtant, un sentiment d'imminence persistait, comme un léger tremblement au seuil de son quotidien. Il ne savait pas encore que ce tremblement allait devenir une secousse. Les heures du matin s'écoulèrent au rythme régulier des urgences. Il accueillait les patients, effectuait les contrôles, rassurait les familles. Il accompagnait un vieil homme en fin de vie, réglait les perfusions d'une adolescente blessée, rassurait une mère dont le bébé avait une forte fièvre. Chaque geste était précis. Il avait appris depuis longtemps que la vie humaine se gère dans les détails. Mais dans ses gestes, Julien ressentait l'impatience de l'inconnu, l'attente invisible de ce qui allait changer. Aux alentours de 14 heures, alors qu'il jouait un rôle de médiateur entre une infirmière et un chirurgien au sujet d'un protocole, une annonce retentit dans le couloir. « Visite exceptionnelle », précisa la voix de l'agent de sécurité, presque feutré. Un homme vêtu d'un costume sombre, accompagné de 2 autres en chemise blanche, signal clair de sécurité, glissa dans le hall. Julien sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il connaissait cet air, celui des personnalités qui ne viennent jamais sans raison. L'homme marcha vers le bureau de direction, puis s'immobilisa, observant l'environnement d'un regard professionnel. Il ignora Julien au début, mais à un moment, leurs regards se croisèrent. L'homme ne détourna pas les yeux. Il y avait quelque chose de calculé dans ce regard, comme s'il évaluait tout, les lieux, l'organisation, la hiérarchie. Julien répondit par un simple hochement de tête. L'homme continua son chemin et entra dans un bureau. Puis, moins de 10 minutes plus tard, l'agent de sécurité l'appela à la sortie du service qu'il assurait. « Monsieur Morel, pourriez-vous venir un instant dans le hall, s'il vous plaît ?» Le ton était poli, mais implacable. Julien retira son badge et suivit. Il avait un pressentiment. Dans le hall, l'homme en costume sombre l'attendait. Le bruit de fond de l'hôpital s'estompa. Les lumières fluorescentes se mirent à encadrer cet instant comme un tableau imposé. L'homme se présenta. « Je suis monsieur Alain Chevalier. » Julien s'immobilisa. Le nom éveilla quelque chose. Chevalier, l'homme d'affaires connu pour ses chantiers monumentaux à Lyon, l'un des plus riches et influents de la région. Julien ne parvint pas immédiatement à formuler une réponse. Il observa l'homme, ses 2 accompagnateurs, l'assurance limpide qu'il dégageait. Alain Chevalier étira un sourire poli, mais froid, sans chaleur. « Monsieur Morel, je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait pour ma fille. » Le mot « fille » frappa Julien comme un coup sec. Était-ce donc sa fille, cette jeune femme du pont? Il se racla la gorge. « Je n'ai fait que... » commença-t-il. Mais Chevalier l'interrompit doucement. « Vous m'avez sauvé la vie de ma fille. » Le temps sembla se figer. Les sons de l'hôpital s'estompèrent. Julien sentit la poitrine se serrer. Il revint à lui. « Monsieur Chevalier, je... » « Non, non, » poursuivit l'homme, « je ne vous demande rien. Pas une reconnaissance, pas un cadeau. Je veux simplement que vous sachiez que j'ai conscience de ce que vous avez fait. » Il sortit un petit carnet de cuir de sa poche, l'ouvrit et écrivit quelques mots, puis le glissa vers Julien. « Mon numéro de téléphone, si jamais vous aviez besoin. » Julien hésita, mais accepta le carnet. Il le glissa dans la poche intérieure de sa veste, sans y prêter trop d'attention. Puis Chevalier se retourna et salua brièvement. Ses hommes se détournèrent, et il sortit sans laisser davantage d'explications. Julien resta dans le hall, immobile, face aux grands baies vitrées qui montrèrent la ville. Il se demandait ce que signifiait ce mot « sauver ». Il ne se reconnaissait pas comme un héros. Il avait simplement remarqué une personne en crise, parler. Il sentit une vague de confusion. Pourquoi cette reconnaissance? Pourquoi de la part d'un homme si puissant? Son esprit analytique d'infirmier tenta d'évaluer les implications. Un homme influent connaît les conséquences de ses actes. Était-ce une forme de dette sociale? Était-ce un aveu plus large? Il repoussa rapidement ses pensées. Il devait revenir à son travail. En regagnant son service, il évita les regards curieux. Quelques patients, quelques infirmières avaient vu l'homme entrer. Des murmures se faisaient, mais personne ne s'attarda. Julien retourna à ses tâches. Pourtant, le carnet dans sa poche pesait lourd. Il s'assit un instant dans une salle de repos, retira son manteau, respira profondément. Il repensa à sa fille Lina.
Elle grandissait, regardait le monde avec des questions pleines d'espoir. Il ne voulait pas que sa vie devienne une histoire de dettes ou de faveurs. Il voulait simplement qu'elle ait une enfance stable, heureuse, modeste mais sincère. Il se souvint du pacte qu'il avait fait auprès d'elle. Elle ne se sentirait jamais abandonnée. Et voilà qu'il entrait dans un univers dont il ignorait les règles. La fin de la journée approcha. Le ciel s'assombrit, les néons de l'hôpital s'allumèrent. Les patients s'étaient apaisés ou répartis. Julien s'apprêtait à quitter son poste quand il reçut un appel de la voisine, Madame Béraud. « Mademoiselle Lina est endormie. Tout va bien. » Il répondit par un murmure poli, raccrocha et inspira profondément. Il attacha sa veste, prit ses clés, puis traversa le hall. En passant devant les baies vitrées, il jeta un regard vers l'extérieur et vit, à nouveau, l'homme en costume, debout un instant devant l'entrée, comme s'il attendait. Puis il fila dans sa voiture noire, le pot d'échappement lissant dans la nuit comme une traînée d'encre. Quelque chose venait d'être lancé. En rentrant chez lui, il resta silencieux. Lina l'attendait, mais il ne dit rien sur cette visite. Il l'aborda, riva son regard sur le plafond et lui murmura l'histoire de la princesse sans couronne. Puis il s'endormit, envisagé d'un rêve agité par l'inconnu. Le carnet glissé dans sa poche intérieure vibrait dans sa conscience, témoin discret de ce qui venait. Julien ignorait encore que cette reconnaissance, bien qu'offerte, allait le précipiter dans un monde où le pouvoir, l'argent et le secret convergeraient de façon plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Il ne s'agissait plus d'un geste unique sur un pont. Tout venait d'être déclenché. Le matin suivant, Julien fut tiré de son sommeil par une agitation inhabituelle devant son immeuble. Les bruits de conversation animée montaient depuis la rue jusque dans sa cuisine. Il ouvrit la fenêtre avec prudence, un café à la main, et aperçut un petit attroupement. Plusieurs voisins s'étaient rassemblés autour d'un véhicule garé juste devant l'entrée principale. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. Une berline noire, neuve, immatriculée dans le Rhône, brillait sous la lumière pâle du petit matin. Une enveloppe blanche était glissée sous un des essuie-glaces. Julien fronça les sourcils. Ce n'était pas la première fois qu'un véhicule luxueux stationnait là, mais celui-ci avait quelque chose de personnel, d'inattendu. En s'approchant, il sentit que tous les regards se tournaient vers lui. Il s'approcha de la portière conducteur, retira l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, une simple carte sur un papier à en-tête discret, d'une écriture droite et élégante. « Merci d'avoir sauvé la vie de ma fille. » Assez. Julien resta figé. Il n'avait jamais pensé que Chevalier irait aussi loin. Offrir une voiture, c'était absurde, injustifié, presque provoquant. Il regarda à nouveau la foule de curieux qui l'observaient. Certains échangèrent des sourires complices, d'autres des regards pleins de jugement. Il entendit des chuchotements. C'est sûrement un arrangement. Tu crois qu'il a vraiment fait quelque chose d'aussi important? Il ne fait pas son genre à lui, ce genre de voiture. Il sentit le rouge lui monter aux joues. Il fit volte-face, rentra chez lui, claqua la porte, jeta la carte sur la table et se laissa tomber sur une chaise. Lina, qui mangeait ses céréales, leva les yeux avec curiosité. « Papa, pourquoi tout le monde est dehors ?» Julien hésita, puis répondit en soupirant. « Juste des gens curieux, ma chérie. Rien d'important. » Il ne voulait pas mêler sa fille à cela. Il ne voulait pas qu'elle pense que leur quotidien pouvait être soudain bouleversé par l'intervention d'un homme riche et mystérieux. Il voulait qu'elle garde sa vision simple du monde, celle où les gestes sont faits avec sincérité, non pour des récompenses. Plus tard dans la journée, Julien tenta de rendre la voiture. Il se rendit à l'adresse du siège social des entreprises Chevalier, déterminé à clarifier les choses. À l'accueil, il fut accueilli avec méfiance. Il expliqua sa venue, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas accepter un tel cadeau. Mais 2 agents de sécurité le stoppèrent fermement. « Monsieur Chevalier a été clair. C'est un remerciement. Vous le méritez. » Julien insista. L'un des hommes se contenta de répéter froidement « Il ne veut pas revoir la voiture. Elle est à vous. » Et sans plus d'explication, ils lui firent de comprendre qu'il ne devait pas insister davantage. Julien ressortit du bâtiment, plus tendu qu'il ne l'avait été à son arrivée. Il comprenait que le cadeau n'était pas seulement un signe de gratitude. C'était un message, une pression discrète, une manière de marquer un territoire. Il savait lire les signes d'une dynamique de pouvoir, même s'il n'avait jamais eu affaire à ce genre de monde. Il se sentait pris au piège. Rejeter le cadeau devenait une déclaration, l'accepter une soumission. Quelle que soit sa décision, elle serait interprétée.
Et pendant ce temps, les rumeurs enflèrent dans son quartier et jusque dans les couloirs de l'hôpital. Certains collègues commencèrent à l'interroger avec insistance. « Tu connais vraiment Chevalier? Tu sais que ce type a des ennemis dans tous les coins. Tu veux pas me prêter la voiture pour le week-end » D'autres se montraient plus distants, comme s'ils n'étaient plus tout à fait l'un des leurs. Julien détestait cette attention. Il ne voulait pas être observé, questionné, analysé. Il voulait simplement continuer à vivre pour Lina, à faire son travail, à maintenir l'équilibre fragile de leur quotidien. Un soir, alors qu'il raccompagnait Lina de l'école, il trouva un mot glissé dans la boîte aux lettres. Pas d'enveloppe. Juste un feuillet plié, manuscrit. « On sait que t'as changé de camp. » Pas de signature. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le message était bref mais lourd de sous-entendus. Il n'avait pas changé de camp. Il n'avait même pas encore compris dans quel jeu il était en train d'entrer. La même nuit, il prit une décision. Il garda la voiture, faute de pouvoir la rendre, mais ne la conduisit pas. Il continua à prendre les transports en commun, à marcher, à vivre comme avant. Le véhicule resta garé devant l'immeuble, couvert de poussière et d'opinions non dites. Julien savait que la tension montait. Il pressentait que les choses ne s'arrêteraient pas là. Il ignorait ce que Chevalier attendait de lui, mais une chose était sûre, ce cadeau n'avait rien d'un geste désintéressé. Julien commença à surveiller davantage ses arrières. Il modifia ses horaires de sortie, demanda à Madame Béraud de ne plus ouvrir à personne quand il n'était pas là. Il installa un verrou supplémentaire sur la porte. Il savait que la ligne avait été franchie. Ce n'était plus une histoire d'une nuit sur un pont. C'était une toile invisible qui se refermait lentement autour de lui et de Lina. Et dans le silence de son salon, une seule certitude s'imposait à lui. Quoi qu'il fasse désormais, il ne pourrait plus revenir en arrière. L'hôpital vibrait ce jour-là d'une agitation inhabituelle. Des agents de maintenance réparaient des plafonniers au niveau de l'accueil. Un groupe d'étudiants en médecine circulait avec leurs blocs de notes et 2 journalistes locaux stationnaient devant l'entrée sous prétexte de couvrir un événement sur la santé publique. Julien, concentré sur ses tâches, tentait d'ignorer cette effervescence, mais il sentait une tension particulière flotter dans l'air, comme un prélude à quelque chose de plus grand. Il s'apprêtait à entrer dans la salle de soins lorsqu'une voix douce, derrière lui, le figea. « Julien ?» Il se retourna lentement. C'était elle, Élise, la jeune femme du pont. La même silhouette délicate, la même intensité dans le regard, mais cette fois vêtue d'une manière plus formelle, comme si elle cherchait à renvoyer une image de stabilité qu'elle ne possédait pas entièrement. Julien fut pris d'un instant d'hésitation. Il ne savait pas s'il devait être rassuré ou inquiet de la revoir ici, en pleine journée à son lieu de travail. Elle lui demanda quelques minutes. Julien jeta un œil à l'horloge, hocha la tête et l'invita à marcher avec lui jusqu'à une salle de pause inutilisée. Dès que la porte se referma, le silence s'installa, épais, comme s'il cherchait à les étouffer. Élise évita d'abord son regard. Elle jouait avec les manches de son manteau, visiblement nerveuse. Puis, prenant une grande inspiration, elle parla. « Je sais que mon père vous a fait une proposition. Enfin, un cadeau. » Elle marqua une pause. Julien répondit, sec. « Je ne pouvais pas refuser, ni accepter. Je n'ai pas le choix. » Elle acquiesça lentement. « Je comprends. Ce n'était pas une manière très correcte de faire. Mon père a une vision, disons, particulière, de la gratitude. » Elle s'approcha d'un pas, plus assurée maintenant. « Ce n'est pas pour ça que je suis venu. J'aimerais vous parler d'un projet. Un projet qui pourrait vous intéresser. » Julien haussa les sourcils. Il ne s'attendait pas à cela. Élise poursuivit. « Il s'agit d'une fondation que je veux lancer, enfin, que mon père veut sponsoriser. Une structure à but non lucratif, pour aider des jeunes en difficulté, leur offrir un encadrement, un suivi, des soins. » Julien resta silencieux. L'idée n'était pas absurde, mais il percevait autre chose, derrière le vernis du discours. « Il veut que je travaille avec vous ?» demanda-t-il incrédule. Élise hésita, puis répondit « Oui, officiellement ce serait un poste de coordination, un rôle de liaison entre le médical et le social. Vous seriez rémunéré généreusement. Conditions exceptionnelles. Et vous pourriez gérer vos horaires en fonction de votre fille. » Elle s'interrompit, observant sa réaction. Julien comprenait maintenant que tout cela n'était pas anodin. On ne proposait pas un poste aussi taillé sur mesure à un infirmier parmi tant d'autres, sauf s'il y avait une autre raison. Il posa les bras sur la table, la fixa et demanda frontalement «
C'est vous qui avez insisté pour cela? Ou lui? Élise soutint son regard. C'est moi. Je veux que vous soyez là. Pas seulement parce que vous m'avez empêché de commettre l'irréparable, mais parce que je sens que je peux vous faire confiance. Et je crois que vous aussi, vous avez besoin de sortir de ce système qui vous use à petit feu. Ces mots le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle ne le flattait pas. Elle disait simplement ce qu'elle percevait. Mais Julien se leva. Il ne voulait pas donner de réponse immédiate. Il tourna autour de la pièce, cherchant dans ses pensées un point d'ancrage. Il pensait à Lina, à leur soirée tranquille, à leur routine imparfaite mais sincère. Il pensait aussi aux nuits de garde, aux collègues fatigués, aux patients qu'il connaissait par leur prénom. Pouvait-il quitter tout cela pour entrer dans un monde qu'il ne comprenait pas encore? Il se tourna à nouveau vers Élise. « Votre père ne me fait pas confiance. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. » Elle hocha la tête. « Il pense que vous êtes un obstacle. Il n'aime pas ce qu'il ne contrôle pas. Mais il m'a laissé faire cette proposition. Peut-être pour me tester. Peut-être pour vous tester, vous aussi. » Julien soupira. Tout cela ressemblait à un piège, mais c'était aussi une porte ouverte. Il n'avait jamais rêvé de reconnaissance ni d'ascension sociale. Mais il savait que les opportunités comme celle-ci ne se représentaient pas deux fois. Et surtout, il sentait dans les paroles d'Élise quelque chose de sincère, d'inattendu. Elle ne cherchait pas à l'utiliser, mais à l'impliquer. « Je vais y réfléchir. Pour ma fille, pas pour votre père, » répondit-il finalement. Élise esquissa un sourire, pas de ceux qui cherchent à convaincre, mais un sourire calme, presque soulagé. « C'est tout ce que je demande. » Elle se leva, remit son manteau et sortit sans un mot de plus. Il la regarda s'éloigner dans le couloir, consciente que cette visite avait changé quelque chose. Dans les jours qui suivirent, Julien ressentit l'écho de cette conversation à chaque moment de silence. Il observait Lina jouer. Il marchait dans les couloirs de l'hôpital. Il rangeait les instruments en fin de service. Tout lui rappelait la possibilité d'un choix à venir. Il n'avait encore rien décidé, mais dans le fond de son esprit, une idée s'imposait. Ce projet n'était peut-être pas un piège. C'était peut-être, malgré tout, une chance, une ouverture inattendue, un pari sur un autre avenir. Et il savait déjà que, quoi qu'il décide, sa vie ne serait plus jamais exactement la même. Julien accepta finalement la proposition. Pas par ambition ni par fascination pour ce monde qu'il connaissait à peine, mais parce que la vie lui imposait ses réalités. L'hôpital l'épuisait chaque jour un peu plus. Les gardes devenaient plus longues, les sourires moins fréquents. Et Lina grandissait vite, trop vite. Il se disait que ce poste, même temporaire, pouvait lui offrir un souffle, une transition, un moyen d'être plus présent pour sa fille sans renoncer à son intégrité. Dès la première semaine, Julien fut plongé dans l'univers des chevaliers. On lui fournit un badge d'accès, une voiture de fonction, qu'il refusa poliment, et un bureau dans un bâtiment adjacent au siège principal du groupe. Il n'était pas officiellement un employé de l'entreprise, mais une sorte de consultant, chargé de superviser la mise en place du projet de fondation sociale mentionné par Élise. Les moyens étaient considérables, l'équipe jeune, les outils technologiques de pointe. Tout semblait construit pour réussir. Mais ce vernis d'ouverture dissimulait une mécanique rigide. Alain Chevalier n'était pas un homme absent. Au contraire, il apparaissait souvent à l'improviste, vérifiait les comptes, les rapports d'avancement, les échanges de courriels. Son autorité n'était pas brutale, mais constante. Il ne haussait jamais la voix, mais son regard suffisait à imposer silence et discipline. Il ne donnait jamais d'ordre direct, mais ses suggestions avaient le poids de décisions irrévocables. Dès les premiers jours, Julien ressentit la surveillance. Son badge laissait des traces numériques à chaque entrée, chaque salle visitée, chaque fichier consulté. Une assistante trop souriante pour être sincère lui proposait son aide à tout moment, mais notait tout dans un carnet qu'elle gardait fermé contre sa poitrine. Il reçut un jour un courriel interne, lui rappelant les horaires d'arrivée et de départ, alors même qu'il n'avait jamais signé de contrat précis sur ces points. Lors d'une réunion de projet, alors qu'il évoquait l'idée de collaborer avec des associations locales indépendantes, Chevalier l'interrompit d'un ton sec. « Ce genre de structure ralentit plus qu'elle n'aide. Nous avons déjà nos partenaires. Ne perdez pas de temps à vouloir inventer ce qui existe déjà. » Julien comprit alors qu'il n'était pas là pour proposer, mais pour exécuter. Son poste, malgré les apparences, n'avait pas été créé pour lui donner un pouvoir d'action, mais pour l'avoir à l'œil.
Le plus déroutant restaient les interactions directes avec Chevalier. L'homme, toujours impeccable dans ses costumes sombres, n'appelait jamais Julien par son prénom. Il disait « Morel » sur un ton neutre, presque administratif. Il évitait les questions personnelles, ne posait jamais de regard sur les photos de Lina que Julien avait posées discrètement sur son bureau. Il parlait peu, mais chaque phrase semblait peser pour mettre à l'épreuve. Un jour, Julien reçut un appel de l'école. Lina avait eu une petite chute, rien de grave, mais elle voulait voir son père. Julien prévint son assistante, se leva et quitta le bureau. À peine arrivé dans le hall, il croisa Chevalier. « Vous sortez ?» demanda ce dernier sans sourire. Julien expliqua brièvement. Chevalier acquiesça, mais son regard glacial laissait transparaître un jugement silencieux. Julien sentit, au fond de lui, qu'il avait été noté, classé, comme un employé peu fiable. Le lendemain, une nouvelle note l'attendait sur son bureau. « Merci de respecter les engagements de présence. Les urgences personnelles doivent être anticipées. » Malgré cette pression constante, Julien s'accrochait. Pour Lina. Pour Élise aussi, qui l'encourageait discrètement, sans jamais intervenir frontalement. Elle l'invitait parfois à déjeuner, lui posait des questions sur ses ressentis, mais évitait soigneusement de parler de son père. Elle savait que la relation entre les deux hommes était tendue. Elle semblait le regretter, mais n'en disait rien. Un soir, alors que Julien restait tard au bureau pour finaliser un rapport, Chevalier entra sans frapper. Il prit place en face de lui, croisa les bras et resta silencieux quelques secondes. Puis il dit « Je ne vous fais pas confiance, Morel. Vous êtes trop propre pour être honnête. Personne ne refuse une voiture, un poste bien payé, sans avoir une arrière-pensée. » Julien resta calme. « Je n'ai pas refusé votre offre. J'ai accepté le projet. Je fais mon travail. Rien de plus. » Chevalier le fixa, comme s'il tentait de percer une façade. Puis il se leva, lentement. « Ce n'est pas à vous de décider ce qui est suffisant. Dans cette maison, on ne joue pas à moitié. Soit vous êtes avec nous, soit vous ne l'êtes pas. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Julien comprit que cette phrase n'était pas une menace. C'était une règle. Il n'y aurait pas de neutralité possible. Il devait choisir. Et ce choix, il le sentait, allait avoir un prix. Dans les jours qui suivirent, les tensions s'accentuèrent. Il fut exclu de certaines réunions. Ses propositions furent ignorées ou modifiées sans explication. Pourtant, il continuait d'avancer, de structurer l'équipe, de bâtir le projet comme il le pouvait. Il se concentrait sur ce qu'il maîtrisait encore, le terrain, les bénéficiaires, les liens humains. C'était là que résidait encore une part de liberté. Mais dans les couloirs, dans les regards des cadres, dans les échanges froids des mails internes, Julien sentait la présence constante de Chevalier, une ombre imposante, silencieuse, qui ne cherchait pas à convaincre, mais à écraser. Un test permanent, une guerre feutrée. Et chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui et trouvait Lina endormie, il se demandait combien de temps encore il tiendrait. Combien de temps il pourrait résister à cette mécanique invisible qui cherchait à l'engloutir, sans éclat, sans drame, mais avec une précision implacable. Les semaines s'écoulèrent avec une régularité pesante. Julien maintenait le cap, concentré sur le projet qui prenait forme malgré les sabotages silencieux et les directives contradictoires venues d'en haut. Chaque jour, il affrontait la méfiance à peine voilée d'Alain Chevalier, les regards soupçonneux des collaborateurs et le poids d'un système qui semblait conçu pour broyer ceux qui ne s'y soumettaient pas totalement. Pourtant, une force discrète mais réelle lui permettait de tenir bon, sa relation avec Élise. Ce lien, né dans une nuit froide au bord d'un pont, se tissait désormais à travers les interstices de leurs rencontres professionnelles et de leur silence partagé. Élise n'était pas une femme expansivement expressive. Elle parlait peu, ne souriait qu'en de rares occasions, et ses mots étaient souvent choisis avec prudence, comme si elle pesait chacun d'eux pour en réduire les conséquences. Mais lorsqu'elle parlait avec Julien, quelque chose changeait. Sa voix devenait plus douce, son regard plus direct, et ses phrases moins contrôlées. Ils ne se voyaient pas tous les jours. Parfois, une semaine passait sans qu'ils échangent plus que quelques mots dans un couloir ou un message laconique. Pourtant, à chaque fois qu'ils se retrouvaient dans une salle de réunion vide ou autour d'un café volé entre deux rendez-vous, le lien se renforçait. Élise commença à lui confier des fragments de son passé. Non pas comme on raconte une histoire pour se faire plaindre,
mais comme on livre des pièces d'un puzzle que l'on ne parvient plus à assembler seul. Elle lui parla de son enfance, de cette maison où tout brillait sauf les visages, de ce père qui imposait l'excellence sans jamais accorder de reconnaissance, et de cette mère effacée, disparue trop tôt dans un silence que personne n'osa jamais rompre. Elle lui parla de l'université qu'elle avait dû quitter un semestre avant la fin pour raisons stratégiques, selon son père, et des nuits passées à lire en cachette ce qu'on lui interdisait de penser. Un jour, elle évoqua ce qui s'était passé avant le pont. Sa voix tremblait à peine, mais Julien sentit le poids de chaque mot. J'avais découvert quelque chose que je n'étais pas censé voir, un rapport financier, dissimulé. Je l'ai lu, puis je l'ai refermé. Et pendant 3 nuits, je n'ai pas dormi. Je savais que si je parlais, je brisais l'équilibre. Si je me taisais, je devenais complice. Julien n'interrompit pas. Il ne la pressa pas. Il savait que ces mots, elle ne les avait jamais dits à personne. Elle continua. « J'ai fait un pas de trop sur ce pont parce que je ne voyais plus d'issue. Je n'avais pas prévu que quelqu'un serait là. Je ne voulais pas qu'on me sauve. Mais tu l'as fait. Et depuis, je n'arrive plus à faire semblant. » Julien, d'ordinaire si avare en réponses d'inutiles, sentit que le silence n'était plus suffisant. Il dit simplement « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. » À partir de là, leur relation devint plus solide, plus ancrée. Sans déclaration, sans gestes ambigus, sans rien qui puisse être mal interprété. Une amitié franche, rare, née de la douleur et nourrie par le respect. Lina, de son côté, s'attacha vite à Élise. Lors d'un après-midi pluvieux où Julien ne trouvait personne pour la garder, il l'amena avec lui au bureau. Élise, présente pour une réunion annulée, proposa de l'occuper. Elles passèrent 2 heures dans une salle vide à dessiner des animaux imaginaires. Le soir, Lina demanda à son père « Elle va revenir, tata Élise ». Le surnom resta. Cette proximité n'échappa pas aux yeux d'Alain Chevalier. Lors d'un événement interne où Élise et Julien furent vus en grande conversation, il interrompit leur échange sans prétexte clair. Il salua sa fille avec froideur, puis se tourna vers Julien et dit d'un ton appuyé « Vous semblez avoir trouvé votre place ici, Morel. Mais souvenez-vous que certaines places ne sont pas faites pour tout le monde. » Julien répondit par un hochement de tête. Il avait compris que tout rapprochement avec Élise était perçu comme une menace. Malgré cela, ils continuèrent à se voir, discrètement. Parfois dans des lieux publics, autour d'un café ou dans un petit parc où Lina pouvait courir en paix. Parfois dans l'appartement de Julien, lorsqu'Élise venait déposer des documents ou simplement discuter loin des murs surveillés de l'entreprise. Il n'y avait jamais de gestes déplacés, jamais de sous-entendus. Juste une confiance mutuelle qui grandissait. Julien se rendit compte qu'il n'était plus seul, qu'il avait à ses côtés quelqu'un qui comprenait la pression, les doutes, les choix impossibles. Et pour Élise, c'était peut-être la première fois qu'elle se sentait regardée sans évaluation, écoutée sans condition, estimée pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle représentait. Lina, elle, ne posait pas de questions. Elle acceptait la présence d'Élise avec une simplicité que seuls les enfants peuvent avoir. Elle lui montrait ses dessins, lui racontait ses journées, lui faisait goûter ses gâteaux improvisés. Un soir, elle demanda à Julien « Elle est triste, tata Élise ». Julien répondit « Elle l'a été, mais elle va mieux, je crois ». Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Il savait seulement que cette amitié, née d'un acte de survie, devenait un ancrage. Et que dans un monde où tout semblait dicté par les apparences et la peur, elle représentait une forme de résistance, silencieuse, mais réelle. Ce soir-là, le vent soufflait avec une intensité rare dans les rues de Lyon. Julien venait à peine de coucher Lina lorsqu'il entendit frapper discrètement à la porte. Il regarda par le judas et reconnut immédiatement Élise. Elle tenait une enveloppe brune contre elle et son visage était marqué par une tension inhabituelle. Julien ouvrit sans un mot. Elle entra, referma la porte derrière elle et resta un instant immobile dans l'entrée, comme si elle pesait encore la portée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle parla sans détour. « Ce que je vais te donner ne doit pas rester ici trop longtemps. Je n'ai pas confiance. » Julien la fixa, comprenant que cette visite ne relevait ni d'une conversation banale, ni d'un simple besoin de réconfort. Elle lui tendit l'enveloppe. « À l'intérieur, tu trouveras des documents. Des relevés bancaires, des contrats, des échanges de mails, tous liés à des opérations de mon père, des marchés publics truqués, des versements dissimulés, des entreprises écrans. » Julien resta silencieux quelques secondes avant de lui demander
Tu as récupéré tout ça seul ?» Elle hocha la tête. « En partie. Certains documents ont été récupérés par une ancienne collaboratrice qui a disparu du jour au lendemain. D'autres ont été imprimés en cachette. J'ai fait des copies. Mais ça, c'est l'original. » Elle déposa l'enveloppe sur la table du salon. « Si jamais il m'arrive quelque chose, remets ça à la presse. Je ne fais pas confiance à la police. » Julien comprit que les choses venaient de franchir une ligne. Ce n'était plus un malaise diffus, ni une guerre froide avec Alain Chevalier. C'était une dénonciation en bonne et due forme, avec preuves tangibles. Il se leva, alla vérifier que Lina dormait bien, puis revint dans le salon, referma la porte à clé et s'assit en face d'Élise. Il voulait des détails. Elle parla plus longuement. Elle expliqua comment certains projets de construction étaient facturés au triple du prix réel. Comment les appels d'offres étaient truqués pour que seules certaines entreprises liées à Chevalier remportent les contrats. Comment des fonds, prétendument destinés à des œuvres sociales, finissaient sur des comptes à l'étranger. Julien, habitué à la rigueur du milieu hospitalier et à la transparence administrative, était abasourdi. Il savait que la corruption existait, bien sûr, mais entendre tout cela de la bouche d'une fille de milliardaire, dans son propre salon, avait quelque chose de profondément déroutant, et surtout dangereux. Il accepta de garder l'enveloppe, mais décida de la cacher immédiatement. Il la glissa dans une boîte de rangement qu'il enferma dans le placard à linge, derrière un tas de draps inutilisés. Il n'avait pas de coffre ni de protection particulière, mais il se dit que cela suffirait pour quelques jours. Élise repartit peu après, fatiguée, tendue, mais étrangement soulagée. Julien passa une bonne partie de la nuit éveillé, allongé sur le canapé, les yeux ouverts dans l'obscurité, repassant en boucle ce qu'elle lui avait dit. Il réfléchissait déjà à un plan de secours. À qui envoyer les documents si elle disparaissait? Comment protéger Lina? Comment se protéger lui-même? Il se promit de rester vigilant, mais il ne savait pas encore à quel point le danger était proche. Le lendemain, tout semblait normal. Lina alla à l'école, Julien se rendit au siège de la fondation. Il tenta de se comporter comme d'habitude, évitant d'attirer l'attention. Mais en rentrant chez lui ce soir-là, quelque chose le frappa immédiatement. La porte était entr'ouverte, pas grand ouverte, pas forcée, juste poussée, comme si quelqu'un était entré avec une clé ou un passe. Il fit immédiatement demi-tour, vérifia que Lina était toujours avec Madame Béraud, puis revint sur ses pas. Il entra avec prudence. Rien n'était renversé. Les meubles étaient à leur place, les tiroirs refermés. Il fit le tour de l'appartement lentement, cherchant un indice, un objet déplacé. Ce fut en ouvrant le placard à linge qu'il comprit. La boîte avait disparu, l'enveloppe avec elle. Julien sentit son cœur cogner violemment dans sa poitrine. Il referma le placard, s'assit sur le bord du lit et tenta de se calmer. Tout indiquait que ce n'était pas un cambriolage ordinaire. Rien n'avait été volé, sauf ce qui ne devait pas être trouvé. Il appela immédiatement Élise, qui répondit après 3 sonneries. Sa voix était calme, mais on sentait l'alerte derrière chaque mot. Il lui expliqua ce qui s'était passé. Elle jura doucement, puis lui dit « Ne t'inquiète pas, ce n'était pas le seul exemplaire. Mais s'ils ont trouvé celui-là, c'est qu'ils savent que tu es impliqué maintenant. » À partir de ce moment, Julien changea ses habitudes. Il modifia ses trajets, vérifia chaque soir les serrures, évita de parler au téléphone plus que nécessaire. Il observa les alentours de l'école de Lina avec plus d'attention. Il se méfiait des voitures garées trop longtemps au même endroit, des passants qui semblaient observer plus qu'ils ne marchaient. Il savait que la mécanique du pouvoir, une fois éveillée, ne se contentait pas d'effrayer. Elle neutralisait. Il parla peu à Élise dans les jours suivants. Ils évitaient les lieux connus, les contacts directs. Mais un soir, elle glissa dans sa boîte aux lettres un message écrit à la main. « Ne perds pas confiance, ils veulent nous isoler. On ne doit pas leur laisser cette victoire. » Julien garda ce mot dans son portefeuille. Ce petit papier, plus que l'enveloppe disparue, devint son point d'ancrage. Il comprenait que la lutte ne faisait que commencer. Ce qu'il avait découvert n'était pas seulement une affaire de chiffres et de contrats. C'était un réseau de pouvoir, de silence, de menaces. Et désormais, il était dedans, malgré lui, par loyauté, par conviction, et surtout parce qu'il n'avait plus le choix. Julien avait appris à vivre dans une vigilance constante. Chaque matin, avant de quitter son appartement, il s'arrêtait quelques secondes sur le seuil, le regard planté dans le couloir,
comme s'il cherchait à détecter une présence invisible. Il vérifiait toujours 2 fois que Lina était bien en sécurité à l'école, et il n'hésitait plus à appeler Madame Béraud en milieu de journée, simplement pour s'assurer que tout allait bien à la maison. Il n'était pas paranoïaque, mais il savait que l'ombre de Chevalier s'étendait désormais jusque dans les replis de sa vie privée. Malgré l'inquiétude, Julien poursuivait son travail à la Fondation. Il savait qu'abandonner maintenant serait interprété comme un aveu de faiblesse. Il n'était pas naïf. Il se doutait que le projet initialement pensé pour l'intégrer servait également à le surveiller de près. Et pourtant, il continuait à construire, à réunir les équipes, à organiser les premiers partenariats avec des structures locales. Il le faisait non pour Chevalier, mais pour les bénéficiaires, et surtout parce que cela donnait du sens à sa présence dans cet univers hostile. Ce qui l'aidait à tenir, c'était aussi ce lien silencieux avec Élise. Leur relation avait évolué. Ce n'était plus seulement une amitié née d'une nuit de crise. Il y avait entre eux une complicité rare, fondée sur une confiance mutuelle construite au fil des confidences, des silences partagés et des regards lourds de sous-entendus. Ils ne parlaient jamais de sentiments. Ils n'avaient ni le temps ni la légèreté pour cela. Mais leur présence respective était devenue un appui discret mais essentiel. Un soir, après une réunion annulée, Élise proposa de le raccompagner chez lui. Julien accepta, malgré sa méfiance instinctive. Lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier, il lui proposa de monter prendre un café. Lina était chez une camarade de classe pour la soirée. Élise accepta. Ils s'assirent dans la cuisine, en silence. L'appartement était modeste mais chaleureux. Élise regarda autour d'elle, ses yeux s'arrêtant sur les dessins de Lina accrochés au mur. Elle sourit légèrement. « Tu vis simplement », dit-elle. Julien haussa les épaules. « Je vis comme je peux. » Elle resta silencieuse un moment, puis dit « Tu sais, j'ai toujours cru que je devais devenir quelqu'un d'autre pour que mon père m'accepte. Porter les bons vêtements, dire les bons mots, faire les bons choix. Mais ça n'a jamais suffi. Je n'ai jamais été celle qu'il voulait. » Julien écoutait sans l'interrompre. Il sentait que ce qu'elle allait dire dépassait tout ce qu'elle avait partagé jusqu'à présent. « Je crois qu'il ne m'a jamais vraiment regardé. Il a vu une succession, un héritier, une carte à jouer. » Elle sortit un carnet de son sac. « Ce qu'il m'a fait faire, ce que j'ai vu, ce n'est qu'une partie. Il y a autre chose, quelque chose de plus profond. » Julien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Élise ouvrit le carnet, tourna quelques pages et lui montra un schéma. « C'est un organigramme, pas officiel. C'est moi qui l'ai reconstruit. Il y avait des noms, des flèches, des entreprises interconnectées, des pseudonymes. Au centre, un cercle avec les initiales A, C. Ces gens ne sont pas seulement des partenaires d'affaires, ce sont ces relais, des politiques, des magistrats, des responsables d'agences publiques. Ils les contrôlent tous d'une manière ou d'une autre. » Julien se redressa. « Tu es en train de me dire que ton père contrôle une partie du pouvoir local ?» Elle répondit « Oui, et peut-être plus. » Julien sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Il avait toujours deviné une forme d'influence dans la manière dont Chevalier se comportait, mais l'entendre ainsi, de la bouche de sa propre fille, donnait à l'ensemble une dimension vertigineuse. Élise referma le carnet et ajouta « Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour que tu comprennes ce que nous affrontons. » Julien se leva, marcha quelques pas dans la pièce. Il réfléchissait. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-il. Elle répondit sans détour « Parce que tu es déjà dedans, et parce que tu n'as plus le luxe de ne pas savoir. » Il s'assit de nouveau. Les implications étaient énormes. Il ne savait plus qui pouvait être digne de confiance. Il se souvenait d'un responsable associatif, rencontré quelques semaines plus tôt, qui avait subitement annulé toute collaboration sans explication. D'un collègue qui lui avait conseillé avec insistance de faire profil bas. D'un journaliste qu'il avait tenté de contacter à propos de la Fondation et qui ne lui avait jamais répondu. Élise reprit « Ce réseau ne tient que parce que chacun a peur. Peur de perdre, peur de parler, peur de tout. Moi, je ne veux plus avoir peur. » Julien la regarda longtemps. Il savait que la décision qu'elle avait prise n'était pas simplement de l'ordre du courage. C'était un refus de céder à une vie toute tracée, à un silence confortable. Dans les jours qui suivirent, Julien redoubla de prudence. Il demanda à Lina de ne jamais sortir seule après l'école, même pour aller jusqu'à l'appartement.
Il installa un nouveau verrou. Il changea ses mots de passe. Il cessa d'utiliser son téléphone personnel pour tout ce qui concernait Élise. Mais malgré cela, il sentit qu'un filet invisible se resserrait autour de lui. Il reçut un courrier anonyme, glissé sous sa porte, contenant uniquement une feuille blanche avec une croix rouge tracée au centre. Il ne le montra pas à Élise. Il ne dit rien à Lina. Mais il comprit que le cercle se refermait. Et dans cette tension, dans ce danger qui désormais faisait partie intégrante de leur quotidien, il y avait une certitude nouvelle. Lui et Élise n'étaient plus deux individualités perdues dans un système qu'ils subissaient. Ils étaient unis, par la confiance, par la vérité, par le refus de se taire. Et si cela ne les protégeait pas encore, cela leur donnait au moins une force que Chevalier n'avait pas anticipée. Ce fut un appel de l'assistante de Chevalier qui déclencha tout. Une voix neutre, presque mécanique, l'invitait à se rendre au siège du groupe pour une réunion privée. Aucune autre information, pas de sujet précisé, pas de mention de la fondation. L'heure indiquée, 18h30, tombait en plein entre la sortie de l'école de Lina et le début du dîner. Julien hésita, puis contacta en urgence Madame Béraud pour garder sa fille. Il pressentait que cette convocation n'avait rien d'anodin. Il arriva à l'immeuble à l'heure dite. L'accueil était désert, comme si l'étage entier avait été vidé à l'avance. Un des gardes l'attendait déjà, sans mots, et l'accompagna jusqu'à un bureau à l'étage supérieur qu'il ne connaissait pas. Chevalier s'y trouvait seul, assis derrière une grande table en bois massif. Pas de dossier, pas d'ordinateur, rien d'autre que 2 verres et une bouteille de whisky déjà ouverte. Il ne lui proposa pas de s'asseoir. Il lui fit signe de la tête et commença à parler dès que Julien entra dans la pièce. « Morel, nous allons parler franchement, vous et moi. » Sa voix était calme, posée, mais l'absence d'hostilité visible ne trompait pas Julien. Il connaissait ce ton, ce rythme. Ce n'était pas une discussion, c'était une mise en scène. Chevalier versa un verre, le poussa vers lui sans insister, puis croisa les doigts devant lui. « Vous avez de l'importance pour Élise. Je l'ai compris. Ce n'est pas l'idéal, mais je ne suis pas homme à ignorer les évidences. » Julien ne répondit pas. Il attendait la suite. Il savait que chaque mot aurait un but, une direction. Chevalier poursuivit « Ma fille est fragile. Elle a toujours eu des tendances à s'attacher à ceux qui ne lui conviennent pas. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas une critique, c'est une observation. » Julien resta debout. Chevalier le regarda longuement avant de continuer. « Vous avez sauvé sa vie. Je vous en ai été reconnaissant. J'ai même essayé de vous intégrer à notre structure, mais vous n'avez jamais su rester à votre place. » Il se leva enfin, fit lentement le tour de la table et s'approcha de Julien. « Je vais vous proposer un choix, clair, net, sans détour. » Julien le regarda dans les yeux. Chevalier s'arrêta à 1 mètre de lui et prononça lentement « Vous partez. Vous quittez Lyon, vous disparaissez de nos vies. Je vous donne une somme suffisante pour vous établir ailleurs avec votre fille. Un virement discret, sans trace. Vous ne reverrez plus Élise, vous ne lui parlerez plus. Et elle pourra enfin retrouver un équilibre. » Julien se crispa. Il sentit le sang battre à ses tempes. Mais il ne parla pas. Chevalier termina. « Vous l'avez sauvée une fois. Sauvez-la encore. Sauvez-la. De vous. » Julien le fixa sans ciller. Il répondit enfin d'une voix ferme, sans hausser le ton. « Je ne suis pas son problème. Et je ne suis pas à vendre. » Chevalier ne répondit pas. Il retourna à sa chaise, s'assit calmement et regarda Julien partir sans un mot. Ce silence, plus qu'une menace, résonnait comme une condamnation. Julien rentra chez lui, le cœur lourd. Lina dormait déjà. Il s'assit à côté d'elle, l'observa un moment, puis se dirigea vers la cuisine, où il tenta de rassembler ses idées. Il savait que Chevalier ne reculait devant rien. Il savait aussi que son refus aurait des conséquences. Mais il ne pouvait pas abandonner Élise. Pas maintenant, pas comme ça. Le lendemain, il accompagna Lina à l'école comme à son habitude. La journée se déroula sous une tension sourde. Julien resta attentif, méfiant, aux aguets. Il n'avait pas encore trouvé le courage de raconter à Élise ce qui s'était passé la veille. Il voulait d'abord vérifier que tout allait bien. Mais ce soir-là, en allant chercher Lina à la sortie, il découvrit que l'école avait déjà fermé. Un membre du personnel lui annonça que sa fille était partie avec une femme autorisée, soi-disant envoyée par lui. Julien blêmit. Il n'avait donné aucune autorisation. Il interrogea immédiatement l'école, exigea les images de vidéosurveillance.
On lui montra une séquence où Lina montait dans une voiture noire, accompagnée par une femme qu'il ne reconnut pas. Julien quitta l'établissement en courant. Il appela Élise, qui répondit immédiatement. Elle n'était au courant de rien. Immédiatement, elle proposa de le rejoindre. Julien, en panique, retourna à l'appartement, appela tous les contacts possibles, puis un ancien collègue de l'école de police avec qui il avait gardé des liens. Un homme fiable, qui lui promit de le rejoindre immédiatement. Les heures qui suivirent furent un cauchemar. Aucune demande de rançon, aucun message. Julien savait que c'était un avertissement, une démonstration de force. Chevalier ne jouait plus. Il voulait prouver qu'il contrôlait tout, même la vie d'une enfant innocente. Quand l'ex-policier arriva, il proposa immédiatement de poser des caméras dans l'immeuble, de fouiller les données de circulation, de lancer des recherches officieuses. Il connaissait quelques failles dans les systèmes de sécurité municipaux. Élise resta à leur côté tout le temps, sans un mot de trop, présente, alerte. Julien, malgré la peur, malgré la rage, garda la tête froide. Il savait qu'il n'aurait qu'une seule chance. Et il savait, au fond de lui, que Chevalier ne ferait pas de mal à Lina. Il voulait le faire plier, le punir, l'humilier. C'était un jeu cruel, mais contrôlé, pour l'instant, et Julien n'avait pas l'intention de se laisser briser. La nuit avait été interminable. Julien ne ferma pas l'œil. Assis dans le salon, entouré de documents éparpillés, de copies de vidéos de surveillance et des premiers éléments fournis par son contact dans la police, il tentait de recoller les morceaux. Lina n'était pas simplement partie avec quelqu'un. Elle avait été enlevée avec une efficacité presque clinique par des personnes qui connaissaient parfaitement ses habitudes, les horaires de l'école et les points faibles du système de sécurité. Et tout cela avait été orchestré sans laisser la moindre trace administrative. Élise, malgré sa propre peur, était restée calme. Elle n'avait pas quitté l'appartement de Julien. Elle avait pris en main la coordination des recherches informelles, appelant discrètement d'anciens collaborateurs, mobilisant ses rares alliés. Elle savait que son père n'agissait jamais sans plan précis, que rien n'était impulsif. Il avait voulu frapper là où ça faisait mal. Il avait voulu tester les limites de Julien. Et surtout lui rappeler que dans ce monde, les principes n'étaient pas suffisants pour gagner. Julien décida alors de contre-attaquer. Pas par la violence, pas par les médias, mais par la justice. Il rassembla tout ce qu'il avait. Il reprit contact avec son ancien collègue de la brigade, désormais détective privé, et ensemble, ils suivirent les pistes laissées par la voiture aperçue à l'école. Après 48 heures de recherche ininterrompue, ils retrouvèrent un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville, propriété d'une société écran appartenant à un ancien partenaire de Chevalier. C'est là que Julien, accompagné du détective, retrouva Lina endormie sur un lit de camp, surveillée par 2 hommes armés qui prirent la fuite dès leur arrivée. Julien la prit dans ses bras, la couvrit de silence et de larmes. Lina n'avait pas été blessée. Elle était calme, presque trop calme. Elle raconta que la femme qui l'avait emmenée lui avait dit que c'était un jeu, que papa viendrait bientôt la chercher. Elle n'avait pas eu peur, elle disait. Mais Julien savait que cet épisode laisserait des traces. En elle, en lui, en leur équilibre. Le détective avait tout filmé. L'entrée dans le bâtiment, l'état des lieux, les documents trouvés sur place. Julien et Élise passèrent le reste de la nuit à compiler les preuves, à les structurer. Le matin, ils se rendirent au commissariat central. Élise, pour la première fois, se présenta officiellement comme plaignante contre son propre père. Elle déposa les documents du dossier qu'elle avait conservé, accompagnés des relevés bancaires et des preuves du réseau de corruption. Elle donna les noms, les montages, les structures juridiques. Elle dévoila tout. Le procureur, alerté par l'ampleur des éléments, ouvrit une procédure immédiate. Chevalier fut convoqué. Il refusa de comparaître dans un premier temps. Mais la pression médiatique monta en flèche. Julien, contre son gré, fut propulsé au centre de l'attention. La presse locale s'empara de l'affaire. On parla de l'enlèvement, du projet de fondation, des malversations. On retraça son parcours, son rôle dans la tentative de suicide d'Élise, puis dans l'éclatement du scandale. Certains titres le désignèrent comme le « citoyen qui a fait tomber un empire ». Le jour du procès, la salle d'audience était pleine. Journalistes, avocats, simples citoyens, tous attendaient ce face-à-face entre un homme ordinaire et l'un des piliers économiques de la ville. Julien, en costume sobre, tenait Lina par la main. Elle s'assit à côté de Madame Béraud au fond de la salle. Élise, elle,
entra avec détermination, document en main. Lorsqu'elle fut appelée à la barre, le silence se fit. Elle parla avec précision. Elle retraça son histoire. Les documents, le pont, Julien, le projet de fondation, les pressions, l'enlèvement. Chaque mot était pesé, chaque phrase, un coup porté au mur d'impunité que son père avait construit depuis des années. L'avocat de Chevalier tenta de discréditer ses propos, la présentant comme une fille instable sous influence. Mais le juge ne céda pas. Les preuves étaient là, les vidéos, les relevés, les témoignages. Tout concordait. Julien fut ensuite appelé à témoigner. Il raconta les faits avec sobriété. Il parla de Lina, de son quotidien bouleversé, de la peur permanente, du chantage, de l'offre de fuite. Il ne joua pas la carte de l'émotion. Il resta factuel. C'est cette retenue qui toucha le tribunal. L'image d'un père refusant l'argent, refusant la fuite pour rester droit, pesa lourd dans l'opinion. Lorsque le procureur termina sa plaidoirie, il appela à l'ouverture immédiate d'un procès pour corruption, abus de biens sociaux, mise en danger de la vie d'autrui et association de malfaiteurs. Alain Chevalier, jusque-là resté impassible, se leva et quitta la salle sans un mot. Il venait de comprendre que le système qu'il avait bâti n'était plus étanche, que sa propre fille venait de l'abattre avec des documents, mais surtout avec une vérité qu'il ne pouvait plus contrôler. La presse titra ce soir-là « Chute d'un titan ». Julien, lui, refusa toute interview. Il rentra chez lui avec Lina. Ils dînèrent simplement. Pas de champagne, pas de célébration. Juste un dîner normal, avec un fond de musique douce et les dessins animés préférés de sa fille en fond sonore. Élise passa les voir plus tard dans la soirée. Elle ne dit rien de plus. Elle s'assit à leur côté, regarda Lina jouer, puis murmura à Julien « On a fait ce qu'il fallait ». Il répondit d'un hochement de tête. Ce soir-là, il sut que le combat n'était pas terminé. Mais il avait gagné une chose que Chevalier n'avait jamais pu acheter, la légitimité. Les semaines qui suivirent le procès furent marquées par un séisme judiciaire, économique et médiatique, sans précédent à Lyon. Les premières mesures furent rapides et sans appel. Alain Chevalier fut officiellement suspendu de toutes ses fonctions au sein de son groupe et une enquête approfondie fut lancée pour examiner l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger. Le tribunal ordonna le gel immédiat de plusieurs comptes bancaires, la saisie de documents confidentiels et la perquisition de nombreuses filiales liées au réseau de sociétés fictives qu'Élise avait contribué à dénoncer. Le nom Chevalier, autrefois symbole de réussite et de prestige dans les cercles économiques de la ville, devint en quelques jours synonyme de fraude, manipulation et pouvoir corrompu. Des élus locaux, anciens partenaires d'affaires, membres de comités et fonctionnaires furent convoqués à leur tour. Une deuxième vague d'accusations ébranla l'administration municipale, révélant l'ampleur du réseau d'influence mis en place par Chevalier pendant des années. Ce n'était plus une simple affaire familiale. C'était un scandale d'État à échelle régionale. Julien, bien que directement impliqué dans la chute de ce système, refusa toute exposition médiatique. Il déclina les invitations à des plateaux télévisés, refusa les offres de publication de livres ou d'entretiens exclusifs. Il ne répondit à aucune sollicitation de journaliste. Son rôle n'avait jamais été motivé par la notoriété ou le besoin de reconnaissance. Il avait protégé sa fille, protégé Élise, et dénoncé un abus insoutenable. Cela lui suffisait. Il quitta la fondation peu après l'ouverture du procès officiel. Le lieu, désormais entaché par les révélations, fut vidé de ses responsables, restructuré en profondeur puis mis en attente. Julien n'y trouva plus de sens. Il demanda à reprendre son poste d'infirmier à l'hôpital dans un service moins chargé à mi-temps. L'administration, bien consciente de son nouveau statut public, accepta avec bienveillance, sans poser de questions. Dans le quartier, la perception qu'on avait de lui changea. On le saluait avec respect, mais aussi avec une certaine distance. Certains voisins n'osaient de plus l'approcher, comme si le fait d'avoir affronté un homme comme Chevalier faisait de lui une figure à part, presque étrangère à leur quotidien. D'autres, au contraire, venaient lui glisser un mot de soutien, un remerciement discret, un regard complice. Julien restait le même. Il continuait à accompagner Lina à l'école, à faire ses courses au même supermarché, à discuter avec Madame Béraud dans l'escalier. Lina, protégée au maximum du tumulte, reprit peu à peu une vie normale. Elle posait parfois des questions sur ce qui s'était passé. Julien répondait toujours avec sincérité, à sa hauteur d'enfant,
sans jamais trahir les faits. Il voulait qu'elle comprenne que le courage n'est pas toujours bruyant, et que parfois faire ce qui est juste implique de risquer beaucoup. Élise, quant à elle, fit un choix radical. Elle refusa tout héritage. Elle renonça à sa part dans l'entreprise familiale, demanda la levée de son nom des documents juridiques et décida de créer une organisation indépendante, une association dédiée à l'accompagnement psychologique des personnes en situation de crise émotionnelle. Un projet profondément personnel, inspiré de son propre parcours. Elle utilisa les économies qu'elle avait mises de côté depuis des années, ainsi que quelques dons privés anonymes pour monter la structure. Julien l'aida à établir les premiers contacts avec des professionnels de santé mentale, des assistantes sociales, des bénévoles. Mais il refusa d'en faire partie officiellement. Il voulait rester en retrait. L'association prit forme rapidement, modeste mais sincère. Pas de siège somptueux, pas de communication ostentatoire, juste un petit local dans un quartier populaire, des groupes de parole, un accueil discret et surtout une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24 pour ceux qui n'avaient personne à appeler. Élise s'y impliqua corps et âme. Ce n'était pas un moyen de se faire pardonner, c'était un acte de reconstruction. La presse, un temps obsédée par le scandale, finit par se lasser. D'autres affaires, d'autres titres, d'autres drames. Chevalier, toujours en liberté sous contrôle judiciaire, vit sa fortune s'effriter au fil des procès et des saisies. Il disparut peu à peu des écrans radars. L'empire qu'il avait construit pendant des décennies ne s'effondra pas en une seule nuit, mais il perdit ce qui faisait sa force. L'intimidation, le silence, l'impunité. Julien, libre de cette pression constante, retrouva un rythme simple. Il passait plus de temps avec Lina, reprenait doucement le goût de la lecture, recommença à cuisiner, à écouter de la musique pendant qu'il rangeait l'appartement. Il n'attendait rien. Il ne projetait rien. Il vivait, tout simplement. Et cela lui suffisait. Un jour, alors qu'il sortait de l'école avec Lina, un homme qu'il ne connaissait pas l'arrêta dans la rue. Il portait un badge discret d'une institution publique. Il se présenta brièvement puis lui dit « Vous avez fait ce que peu de gens auraient osé. Vous avez tenu tête à un système. Merci. » Julien répondit par un hochement de tête, puis reprit sa route. Il ne cherchait pas les remerciements. Mais ce genre de paroles, brèves, sincères, rappelait que son acte avait dépassé sa propre histoire. Et même s'il ne voulait pas l'admettre, même s'il fuyait les projecteurs, il savait au fond de lui que ce qu'il avait fait avait changé quelque chose. Dans sa ville, dans sa vie, et dans celle de tous ceux qui, un jour, avaient cru qu'ils étaient seuls face au pouvoir. Le printemps s'installa doucement sur Lyon. Les arbres bordant les quais du Rhône reverdirent, les terrasses se remplirent de conversations paisibles, et les trottoirs retrouvèrent cette vie discrète et continue, propre aux villes qui ont traversé les tempêtes sans jamais cesser de battre. Pour Julien, chaque jour prenait désormais une teinte de normalité retrouvée, une forme de sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Son quotidien s'était réorganisé autour de Lina, de son travail à mi-temps à l'hôpital et de petits plaisirs simples qu'il redécouvrait avec une intensité nouvelle. Élise, elle, venait souvent passer du temps chez lui, pas toujours annoncé, parfois pour un café entre deux réunions. D'autres fois simplement pour lire en silence, pendant que Lina faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Leur relation avait pris une forme fluide, sans définition, ni couple, ni amitié pure, quelque chose d'autre, quelque chose de plus rare, une proximité construite sur l'épreuve, mais affranchie du poids des attentes. Ils n'avaient jamais eu besoin de tout expliquer. Ils étaient là, et cela suffisait. Un samedi matin, alors que le soleil perçait à travers les rideaux du salon, Élise s'installa sur le canapé pendant que Julien préparait le petit déjeuner. Lina courait dans l'appartement avec un avion en papier qu'elle venait de fabriquer. Elle passait d'une pièce à l'autre, riant sans se soucier du monde extérieur. À un moment, elle s'arrêta net devant Élise, la fixa avec le sérieux propre aux enfants quand ils sentent qu'une question est importante et demanda simplement « Tu vas rester avec nous pour toujours ?» Le silence s'installa quelques secondes. Julien leva les yeux de la cafetière. Élise resta immobile. Puis elle sourit doucement et répondit « Aussi longtemps que tu voudras ». Lina hocha la tête et reprit sa course. Julien ne dit rien. Il servit le café, puis s'installa à côté d'elle. Ils échangèrent un regard, ni embarrassé ni précipité. Un regard d'accord muet. Il n'y avait pas de promesse,
Pas de besoin d'en formuler une. Ce qu'ils avaient construit n'avait pas besoin d'être déclaré pour exister. Dans les mois qui suivirent, les choses continuèrent à évoluer naturellement. Élise poursuivit son travail à l'association avec une détermination calme. Elle refusait toujours les interviews, se tenant loin des articles qui tentaient encore de raconter son histoire. Elle ne voulait pas être la fille de chevalier. Elle ne voulait pas être la femme sauvée par un inconnu. Elle voulait juste faire quelque chose de juste à sa manière. Et elle le faisait avec discrétion, sans chercher à être remarquée. Julien, de son côté, retrouva peu à peu la sensation d'avoir un avenir. Il s'autorisait à penser plus loin que le lendemain. Il reprit contact avec certains anciens amis, s'impliqua de nouveau dans des réunions de quartier, aida à organiser une collecte pour une famille en difficulté. Rien de spectaculaire, rien d'héroïque, juste des gestes concrets, dans la continuité de ce qu'il avait toujours été. Un homme de terrain présent, attentif. Le lien entre lui et Élise se renforça sans jamais perdre sa sobriété. Ils ne parlèrent jamais d'emménagement, de statut ou d'avenir en termes figés. Ils passèrent du temps ensemble. Lina s'habituait à sa présence comme à celle d'un membre de la famille. Parfois, en rentrant de l'école, elle demandait si Tata Élise était là, comme on demande si la lumière est allumée dans une pièce familière. Et quand elle ne venait pas, elle la dessinait dans ses cahiers, toujours au milieu de la table, entre Julien et elle. Un soir d'été, alors qu'ils marchaient tous les trois sur les berges du fleuve, Lina insista pour faire une pause. Elle voulait regarder les péniches, celles qui s'éclairaient doucement au fil de l'eau. Ils s'assirent sur un banc. Elle se glissa entre Julien et Élise, sa petite main tenant celle de chacun. Aucun mot ne fut prononcé. Ils regardèrent simplement le fleuve couler. Le même fleuve qui, quelques mois plus tôt, avait failli devenir la fin d'une histoire, et qui, maintenant, devenait le décor d'un nouveau départ. Julien repensa à tout ce qu'il avait traversé, à la nuit glaciale sur le pont Wilson, à la silhouette vacillante d'Élise, à la voiture offerte, à l'enlèvement de sa fille, au mur du tribunal, à la peur, au silence, à la colère, et surtout à cette conviction intime qu'il avait eue dès le début, qu'on ne laisse pas quelqu'un tomber, qu'on ne tourne pas le dos, qu'on ne se contente pas de vivre sans agir. Il avait appris au fil de ces mois que le courage ne vient pas d'un moment exceptionnel, mais de la somme de décisions ordinaires prises avec constance. Qu'il ne suffit pas de dire non une fois, mais qu'il faut continuer à le dire chaque jour face aux compromis, aux menaces, aux séductions faciles. Et qu'on ne sauve pas une vie seulement en empêchant quelqu'un de sauter. On sauve une vie en restant, en écoutant, en partageant le silence, en tenant bon quand plus personne ne le fait. Lina se leva d'un bond et se mit à courir sur le chemin de gravier. Élise se leva aussi, suivie par Julien. Ils marchèrent lentement derrière elle, un peu à l'écart, mains dans les poches, sans se presser. Ce soir-là, Julien ne sentit pas le besoin de dire quoi que ce soit. Pas de déclaration, pas de certitude, juste cette paix rare, celle de ceux qui ont survécu ensemble et qui, sans le dire, ont décidé de recommencer. Ensemble.